Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier, la COP26 s'est ouverte et l'un des objectifs de cette COP26, c'est bien entendu de réfléchir à ce réchauffement climatique dont il faudrait tenter de limiter les effets puisque l'on pense que le supprimer aujourd'hui est hors de portée. Et parmi ces causes, il en est une que l'on voit assez rarement disséquée. Et c'est pourquoi je vous ai invité, Guillaume Pitron. Bonjour. Vous êtes journaliste Bonjour. et vous poursuivez un travail pionnier sur ce que l'on pourrait appeler la pollution numérique. Alors, au préalable, vous aviez fait un ouvrage très remarqué sur la guerre des métaux rares et vous expliquiez finalement que dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, eh bien, il y avait des substances qui, de manière directe ou indirecte, polluaient énormément la Terre. Et aujourd'hui, vous revenez avec une enquête particulièrement intéressante, l'enfer numérique, voyage au bout d'un like aux éditions des Liens qui libèrent. Et l'on découvre dans cette enquête que finalement, le virtuel a des conséquences extrêmement concrètes, extrêmement réelles sur notre monde. Mais alors peut-être qu'il faut bien prendre votre sous-titre au pied de la lettre et nous expliquer quel trajet suit un like et tout d'abord nous dire qu'il y a des data centers dans des endroits où il fait très froid, où il faisait très froid, tout simplement parce que l'ordinateur, c'est un dégagement de chaleur. Expliquez-nous pourquoi, Guillaume Pitron. Internet et plus généralement l'industrie numérique est présentée comme virtuelle. Le Covid a montré à quel point c'était important de pouvoir justement communiquer à distance, travailler à distance. Et il y a cette idée, c'est un grand récit d'ailleurs du capitalisme, selon lequel nous allons pouvoir continuer à prospérer, nous enrichir, tout en ayant un impact sur les écosystèmes, sur le climat qui sera moindre. Une sorte de découplage permis par le numérique. Simplement, effectivement, et c'est l'objet de cette enquête, c'est de démonter, je pense, ce qui est un mythe et de vous raconter qu'en réalité, il n'y a rien de virtuel dans ce monde numérique-là. Quand on envoie un like, c'est un peu l'exemple que je prends dans ce livre, mais ça pourrait être également le cas d'une photo de vacances, d'un email. Ce like ne va pas d'un téléphone à un autre téléphone, c'est-à-dire d'une interface à une autre interface. Ce like, en fait, il va parcourir la planète entière, il va emprunter, mobiliser toutes les infrastructures d'internet qui sont composées pour une partie extrêmement mineure de satellites, mais ça va augmenter avec l'internet spatial, plus généralement de câbles sous-marins, puisqu'en fait nos informations, nos likes, nos photos de vacances passent sous les océans. Ça va emprunter des antennes 4G, demain 5G, des box Wi-Fi, et puis, vous l'avez dit, des centres de données. C'est-à-dire, en fait, toutes nos vies sont médiées par ces centres de stockage de données, data centers, par lesquels transitent l'information, les données. Elle est également stockée, cette donnée. Or, dans les centres de données, on trouve des serveurs qui sont littéralement l'espace dans lequel on stocke l'information. Or, ces serveurs chauffent à 60 degrés, il faut les refroidir pour que les hommes et les femmes qui travaillent dedans puissent travailler dans des conditions optimales. Et on les refroidit comment? Soit artificiellement, en passant par des systèmes de climatisation, soit idéalement pour consommer moins d'électricité, on les met au pôle Nord, de façon à ce que le froid naturel, ce qu'on appelle le free cooling en anglais, puisse permettre de refroidir mon compte Facebook à moi, par exemple. Et alors comment ça se passe? Vous avez enquêté sur ces data centers. À quoi ressemble-t-il, Guillaume Pitron? Vous évoquez des espaces qui sont absolument gigantesques et qui ne servent qu'à réceptionner nos likes, nos photos, nos messages. Bref, ils donnent une représentation concrète de ce virtuel qui aujourd'hui occupe une place importante dans nos existences. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 millions de data centers sur Terre. Donc on nous a présenté, on nous a vendu le cloud, le nuage, et en fait on se retrouve avec 3 millions de data centers, de centres de données. Tous ne sont pas le cloud, mais une partie d'entre eux. Le cloud étant un service de stockage externalisé de données. Un data center, ça peut faire la taille d'un grand réfrigérateur, et puis le plus grand centre de données de la planète se trouve au sud de Pékin, et il fait la taille de 110 terrains de football. Donc à quoi ça ressemble? D'abord, ça ressemble à un immense hangar qui peut faire, donc, voilà, alors, j'ai personnellement vu, en tout cas de l'extérieur,
l'intérieur, je n'ai pas pu rentrer celui de Facebook, qui se trouve au nord de la Suède, dans la ville de Luleå, où sont stockées en fait les données du groupe Facebook pour le compte notamment des utilisateurs européens. Donc quand je me connecte à Facebook, en fait, je me connecte au nord de la Suède et la connexion redescend ensuite vers la personne avec laquelle je me connecte si elle se trouve en France. Et donc on parle de gigantesques hangars, comme je vous l'ai dit. J'ai pu rentrer dans des centres de données en Laponie, pour autant pas celui de Facebook, je vous l'ai dit. Et alors quand on rentre dedans, on voit en fait d'immenses rangées, cernées de part et d'autre de ce qu'on appelle des armoires, dans lesquelles sont stockés les serveurs. Et ce qui est impressionnant, Guillaume Erner, c'est en fait le son. Parce qu'en Pourquoi? fait, un serveur, ça émet un sifflement, et quand vous avez des dizaines de milliers de serveurs dans une salle, bah, en fait, vous avez l'impression que vous avez dérangé, en fait, vous êtes rentré dans une ruche, en fait, et qu'il y a des abeilles ouvrières que vous avez dérangées. Donc, on est assailli par le son strident d'Internet, et en fait, brusquement, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait écouter Internet. Et on écoute Internet alors même qu'Internet justement ne se tait jamais parce que c'est l'une des particularités de ce réseau. Internet, c'est le jour, la nuit. Alors je ne sais pas quel est le terme La technique continuité de adéquat, service. mais on a affaire à une dépense donc énergétique perpétuelle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le soleil ne se couche jamais sur Internet. Pourquoi? Parce que moi, en tout cas, peut-être vous, hein, ceux qui nous écoutent, sommes absolument drogués à cet outil. Nous voulons surfer 24 heures sur 24 sur la toile. Il n'est pas question d'attendre une seconde que la page se télécharge, qu'une page web se télécharge. Tout récemment, on a vu une panne géante affecter Facebook, 6 heures d'interruption de service. C'est cataclysmique dans le monde d'Internet de se dire que tout d'un coup, cet outil qui aujourd'hui organise nos vies n'est pas accessible. Et donc, pour lutter contre cela, il faut ce qu'on appelle la continuité de service, un Internet qui fonctionne en permanence. Mais comprenez qu'un data center, c'est comme un avion, c'est comme une voiture, ça peut tomber en panne. Et donc, si jamais ça tombe en panne, il faut qu'il soit redondé. Donc, il faut qu'il y ait un autre centre de données qui immédiatement prenne le relais, un centre de données miroir, et qui s'allume quand l'autre s'éteint. Et donc, nos données sont redondées en permanence. Mon compte Gmail ne se trouve pas dans un seul endroit de la planète, il se trouve dans 6 endroits différents de la planète. C'est ce qu'on appelle la redondance. Donc, en fait, vous avez une réplication de l'information pour assurer en fait cette continuité de service, pour satisfaire l'internaute pressé et pressé d'utiliser ces services que je suis. Et donc ça a un coût énergétique absolument colossal. Qui paye cela? Qui paye ces data centers? Qui paye ces câbles sous-marins? Parce que on a l'impression finalement d'avoir un abonnement qui finance une petite partie de cela. Le reste, qui le paye, Guillaume Pitron? In fine, c'est nous qui le payons. On pense qu'Internet est gratuit, on va sur un compte Gmail ou Hotmail ou quel que soit notre email, il est gratuit. Une recherche sur Google, c'est gratuit. Un compte sur un réseau social, c'est gratuit. Mais en fait, on le paye. On le paye pas directement. C'est l'économie du gratuit. Vous savez, cet adage devenu célèbre sur la côte ouest américaine, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Si c'est gratuit, c'est parce qu'en fait, vous donnez vos données en échange et que ces données sont monétisées. Et donc, gratuit ne veut pas dire en fait sans profit. Gratuit veut dire que le chemin jusqu'au profit est indirect et il passe en fait par la captation de ces données par le réseau social qui va le monétiser. Et donc, qui paye? En fait, c'est nous. Mais nous avons l'illusion d'un Internet qui est gratuit. En fait, ça n'est pas le cas. Et comme du coup, c'est censément gratuit, mais ça n'est pas le cas pour financer toutes ces infrastructures, bien évidemment, parce qu'un centre de données, des câbles, tout ça, c'est des centaines de millions d'euros à chaque fois. Mais comme nous avons l'illusion du gratuit, du coup, pourquoi me limiter dans ma consommation d'Internet? Si la vidéo de chaton était payante, Guillaume Erner, je peux vous dire, je n'en regarderai jamais. Mais comme elle est gratuite, pourquoi pas en regarder 12 à la dixième? Et donc, du coup, ce gratuit crée une surconsommation d'Internet. L'open bar, ça génère toujours de la surconsommation. Et du coup, le gratuit signifie que l'impact écologique de cette machine va être encore plus élevé. Et ces vidéos de chatons, elles occupent une part importante dans ces data centers que vous avez visités, Guillaume Pitron. Il y a donc toute une série d'activités humaines qui ont des répercussions, des externalités, comme on dit, et c'est notamment cela qui peut concourir à la fois à la crise énergétique, puisque les ministres de l'Europe se sont réunis hier pour tenter de répondre à cette crise, et puis la COP26 qui ouvrira lundi prochain, lorsqu'elle tente de résoudre la question du réchauffement climatique, elle doit aussi se pencher là-dessus, parce qu'en fait, tout cela aboutit à une fantastique gabegie d'électricité. Absolument, il y a une fantastique, comme vous le dites, gabegie d'électricité. Alors, combien consomment les centres de données?
On pense que c'est environ 2% de la consommation électrique mondiale. Internet en général, enfin non, le numérique en général, excusez-moi, c'est 10% de la consommation d'électricité mondiale. C'est un chiffre qui est en hausse. 10%. C'est un chiffre qui est en hausse parce que c'est même, c'est normal, nos vies deviennent de plus en plus numérisées. Le Covid-19 a accéléré cela. Aller sur Zoom pour parler à un ami ou faire des apéros sur WhatsApp, évidemment que ça a un coût électrique. Donc on conjecture, certaines études conjecturent on va doubler ce chiffre à l'horizon 2025. Donc ça devient un vrai sujet que celui d'optimiser cette consommation électrique et puis aussi de faire en sorte que ce ne soit pas du charbon ou du pétrole ou même du gaz naturel qui soit à l'origine de la production de cette électricité. Et oui, parce que les usages, par exemple la 5G, Guillaume Pitron, Mm. elle est censée par exemple permettre aux objets de communiquer entre eux. Alors jusqu'à présent, votre bouilloire, elle était plutôt muette par rapport à votre tasse, mais si d'aventure elle se mettait Bien à, sûr. à converser, cela voudrait dire de nouveaux usages et donc une dépense énergétique supplémentaire. Bien sûr, c'est exactement ça. En fait, qu'est-ce que permet la 5G? La 5G va permettre l'expansion, le développement de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Un monde dans lequel on va connecter, on connecte déjà, mais on va connecter toujours plus d'objets qui finalement vont émettre, produire de l'information, recevoir de l'information. Notre verre sera connecté, notre brosse à dents sera connectée. Mais on va aussi, la 5G va profiter aussi à l'hôpital, ça va être l'hôpital connecté. Internet a des usages qui ne sont pas que ludiques, ça a des usages tout à fait nécessaires pour nos sociétés. Mais donc si on bascule dans cet Internet-là, et qui demain est déjà annoncé comme étant un Internet de tout, c'est-à-dire un Internet dans lequel je vais être connecté, vous allez être connecté, les animaux sont Mhm. connectés, les arbres sont Mhm. connectés. Alors effectivement, on multiplie la production d'informations, c'est l'économie des données qui va aussi permettre de générer de la croissance. Et évidemment que la question du stockage de cette information absolument colossale, de son traitement avec des outils algorithmiques qui eux-mêmes vont, grâce à ces données, produire de nouveaux services, notamment informatiques, pour lesquels il faudra des nouveaux téléphones portables toujours plus puissants, parce que on est à l'iPhone 13 aujourd'hui, mais vous en faites pas que dans 10 ans, si on se retrouve ici, on sera déjà à l'iPhone 23 avec des services absolument merveilleux permis par ce big data. Eh bien, évidemment que on va vers une expansion absolument colossale de l'univers numérique et de son impact écologique. Mais alors, on imagine, Guillaume Pitron, que la COP26, la semaine Oui. prochaine, va se pencher sur cet enfer numérique, puisque Non. vous le dites, responsable. Non. Non. Non, parce qu'au contraire, je pense que ça va être vu comme une solution. Cette idée justement de découpler l'accroissement de nos modes de vie et de le découpler de l'impact de ces modes de vie sur l'environnement. Le numérique, encore une fois, c'est cette idée qu'on va, en virtualisant nos existences, on va faire, on va gagner plus en produisant moins. Mais alors, parce que Pour reprendre une expression à la c'est mode. justement ce que je voulais vous dire. Il y a peut-être aussi un certain nombre de dépenses énergétiques que l'on ne fait pas. Vous évoquiez par exemple la crise du Covid. Durant cette crise, nous avons fait par exemple des réunions Zoom. Autrement dit, il y a une partie de l'empreinte carbone que l'on peut utiliser, je ne sais pas, dans nos déplacements, en prenant l'avion, en prenant la voiture, qui n'ont pas été effectuées. Lorsque vous parlez de 10% de l'énergie consacrée à des échanges Internet, à Internet en général, s'agit-il d'une dépense nette? Est-ce que il serait possible de retrancher tout ce que l'on ne fait pas grâce à Internet? Mais absolument, et de fait, et je le précise bien d'ailleurs, hein, il faut absolument parler de ce qu'Internet nous permet d'économiser. Si jamais je devais aller à une conférence à New York et que je prenais l'avion pour cela et qu'en fait au dernier moment je décide de tenir cette conférence sur Zoom, le gain énergétique en termes d'émissions de CO2, etc., est absolument colossal. Euh, pour autant, de l'autre côté, il y a des nouveaux usages. La 5G permet ces nouveaux usages. En fait, la question, c'est celle du solde. Et aujourd'hui, personne ne connaît le solde. Alors d'un côté, vous avez des rapports qui sont financés par l'industrie numérique qui est jugée partie dans l'histoire et qui a les moyens financiers de produire ces rapports et de communiquer avec ses propres chiffres et qui disent Internet va massivement aider à réduire l'impact environnemental des activités humaines. Et puis en fait, quand on fait une petite enquête journalistique dans les coulisses de ces rapports, on se rend compte que en fait, ça tient pas une seconde Par la exemple. route. Parce que c'est toujours intéressant Bien sûr. d'expertiser les experts et Bien on sûr. se dit évidemment que les GAFAM ont plus de moyens que certains centres de recherche pour produire du rapport. Il y a un rapport qui s'appelle le Smarter 2030, qui est un rapport qui est extrêmement commenté, qui d'ailleurs est toujours considéré comme la Bible dans le secteur du numérique, qui a été produit par un organisme bruxellois qui est associé aux entreprises des télécommunications. Et ce rapport dit que
que Internet va... le ratio entre ce qu'Internet coûte à la planète et ce qu'il nous rapporte en termes environnementaux est de l'ordre de 1 à 15. Donc il permet un gain 15 fois supérieur à son coût. Et en fait, ça a étonné beaucoup de chercheurs, notamment au CNRS. Et en fait, j'ai contacté les auteurs des rapports. Et en fait, les auteurs des rapports vous disent que ça a créé beaucoup de distorsions en interne, la production de ce rapport, que certains d'ailleurs sont partis en cours de route considérant que les méthodes d'évaluation n'étaient pas sérieuses. Et deux auteurs de ces rapports, qui se considèrent d'ailleurs comme des lanceurs d'alerte, je ne peux pas les citer, disent qu'en fait, ils sont embarrassés d'avoir participé à ce rapport qui fait autorité et qui se retrouve quand même évoqué dans les enceintes des organisations internationales dédiées à la lutte contre le climat. Donc il y a ce type d'information-là, il faut s'en méfier, et ça peut être le travail du journaliste de questionner ces rapports et de dire en fait que l'information qui s'y trouve n'est peut-être pas la bonne. Inversement, vous avez d'autres productions qui ont été notamment réalisées par un think tank français qui s'appelle le Shift Project et qui lui va carrément dans le sens inverse, qui dit Internet c'est encore plus, ça pollue plus que ça ne nous permet d'économiser sur le plan environnemental. Et la réalité c'est qu'en fait, et j'essaie d'être sincère, c'est qu'en fait on ne sait pas. Parce que c'est la jungle Internet. À l'heure de l'informatique quantique, Guillaume Erner, de l'apprentissage profond, des supercalculateurs, etc., en fait, on ne connaît pas le coût d'un email. On ne connaît pas le coût d'un like. Et c'est très difficile d'avoir le solde. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ça ? Parce que je pense qu'on n'a jamais vraiment voulu savoir, en fait. Parce que les chiffres, quand on commence à les regarder, sont un peu embarrassants. Et donc, on se retrouve dans une jungle aujourd'hui avec une nécessité de formuler, de transformer ce que je vous dis en chiffres. On est au tout début de cet enjeu-là, mais on est en retard dans sa quantification, parce qu'en fait, ça a arrangé personne vraiment de le savoir. C'est pourquoi, quand on regarde par exemple le journal Le Monde hier qui titre sur Facebook dépassé par la machine qui l'a créé, avec là aussi une histoire tout à fait inouïe, puisqu'il s'agit d'expliquer en quoi cet algorithme qui est créé, eh bien, il dépasse ses créateurs. On voit qu'avec le trajet d'un like dans Facebook, là aussi, on a créé un système qui aujourd'hui nous dépasse, puisque jamais on n'envisageait les dépenses énergétiques que vous évoquez dans votre enquête, l'enfer numérique, Guillaume Pitron. Oui, absolument. Et d'ailleurs, cette une du Monde d'hier fait écho à une enquête que j'ai menée dans ce livre, l'enfer numérique, qui est que, en fait, la finance algorithmique, la finance est de plus en plus algorithmique, elle est passive, en plus d'être active. Donc quand elle est active, c'est que en fait, les investissements sont gérés par des hommes, des humains, et quand elle est passive, c'est que c'est géré par des machines qui en fait sont paramétrées par les humains, mais dont ensuite les décisions d'investissement finalement nous échappent un petit peu. Même si on pourrait changer une ligne de code, on laisse les machines investir à notre place. Or, une ONG britannique a levé une information complètement incroyable que je répercute dans ce livre, qui est que quand les machines investissent, eh bien en fait, l'intensité charbon est 2 fois supérieure à quand les hommes investissent. Donc est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'être dépassé par ces machines qui investissent à notre place ? On continue à en parler dans une vingtaine de minutes. On verra aussi quelles sont les conséquences géopolitiques, car elles sont importantes, de cet enfer numérique. C'est le titre du livre passionnant que vous publiez aux éditions des Liens qui libèrent, Guillaume Pitron. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Alors, je ne vous ai pas proposé de liker le billet politique, tout simplement parce que nous sommes en compagnie de Guillaume Pitron et que celui-ci publie l'enfer numérique, voyage au bout d'un like, aux éditions des Liens qui libèrent. Vous nous avez expliqué, Guillaume Pitron, que le virtuel était en réalité bien réel, que derrière cet ensemble d'opérations avec cette continuité de service d'Internet, puisque Internet fonctionne jour et nuit et donc consomme de l'énergie jour et nuit, eh bien, il y a des data centers, il y a une consommation d'électricité importante, il y aurait aussi un certain nombre de solutions, mais ces solutions, elles vous semblent être en trompe-l'œil, puisque Stéphane Robert parlait des maires et de l'Association des maires de France. On a souvent évoqué les smart cities, autrement dit les villes intelligentes. Alors ça, par exemple, est-ce que c'est une solution ? Est-ce que c'est un problème de plus ? Peut-être pourriez-vous nous présenter ces smart cities et nous donner votre opinion à leur sujet, Guillaume Pitron ? Les smart cities, c'est
un emblème, un symbole de ces technologies numériques qui doivent permettre d'apporter de la croissance tout en traitant un problème environnemental. Puisque la ville intelligente, hein, c'est la signification de la Smart City, c'est une ville dans laquelle la multiplication des capteurs permet notamment de fluidifier le trafic routier, de faire en sorte que des biens périssables trouvent preneur dans la minute via des plateformes Internet, etc. Donc il y a un gain à la Smart City sur le plan environnemental au niveau local. Il faut savoir que 2% du territoire émergé de la planète concentre 50% de la population mondiale. Et demain, ce chiffre sera porté à 70% en 2050. Donc, comment traiter localement un problème de pollution? La ville intelligente doit le permettre. Et donc, c'est très valorisé. Et en ce sens, je pense que c'est une bonne idée d'aller vers la ville intelligente, vu que ça peut justement traiter ces problèmes locaux. Simplement, ce qu'on ne met pas dans la balance, c'est l'ensemble des ressources qu'il a fallu mobiliser pour fabriquer ces capteurs. Et en réalité, le véritable périmètre de la ville, il ne s'arrête pas au périphérique ou un peu plus loin. Il s'arrête probablement jusque dans les mines du Congo ou de Chine, dans lesquelles on va extraire le graphite. Je me suis rendu dans les mines de Chine, justement. Graphite grâce auquel on fabrique toute une panoplie d'objets connectés et de capteurs. Et donc, si on fait le calcul, bah d'abord on se rend compte que personne n'a fait le calcul, encore une fois. On revient à cette idée qu'il n'y a pas de formalisation chiffrée, et on découvre une étude, la seule qui a été menée à ce jour d'une façon globale, menée par une chercheuse danoise, Kiki Lambrecht, et qui vous dit attention, la Smart City coûte probablement plus à l'environnement qu'elle ne rapporte. Donc localement, c'est une solution, mais globalement, c'est pas forcément une solution. Ça ne veut pas dire, Guillaume Henner, qu'il ne faut pas essayer d'y aller. Je veux dire, ça peut être utile. Mais encore une fois, ça veut dire que c'est souvent contre-intuitif d'enquêter en tant que journaliste sur ces idées toutes faites, en fait. Justement, il y a à la une des Échos aujourd'hui une information dont on a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers jours, le triomphe boursier de la voiture électrique, Tesla. Et je me suis dit que c'était un excellent exemple des enquêtes que vous aviez menées, Guillaume Pitron. Vous publiez L'Enfer numérique et auparavant, vous devez une autre enquête passionnante, la guerre des métaux rares. Or, une Tesla, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une voiture électrique avec donc des batteries, des métaux rares et aussi une série de soft, de programmes informatiques qui permettent à cette voiture de fonctionner, de se piloter elle-même. C'est l'une des caractéristiques les plus vantées de Tesla. Bref, on est très loin de la Peugeot 403. Vous êtes jeune, vous n'avez jamais connu la Peugeot 403, mais il n'y avait pas de Je suis allé en soft. Afrique et elles sont toutes là-bas, en fait. C'est une très bonne voiture, elle roule très longtemps, mais elle n'a pas un certain nombre des fonctionnalités de Tesla. Par conséquent, Guillaume Pitron, si on prend l'autre aspect justement de cette révolution, ces métaux rares, en quoi faut-il prendre conscience aujourd'hui des nuisances, des externalités qu'ils représentent? Alors, donc ces métaux rares, il faut bien des métaux pour fabriquer la batterie des voitures électriques. Il faut bien du lithium, du graphite, du cobalt, il faut du nickel. Toutes ces matières premières, il faut bien les extraire quelque part. Donc là, la voiture zéro émission, c'est une voiture qui n'émet pas d'émissions lorsqu'on roule. Mais enfin, en amont, pour la fabriquer, ça a émis des émissions, il y a eu une pollution. Et puis en aval, si tant est qu'on puisse la recycler, également, le processus de recyclage va être lui-même énergivore et polluant. Donc, en fait, ce qu'on réalise avec la voiture électrique, c'est qu'on délocalise la pollution. Elle émet pas la pollution là où on se trouve, mais elle émet ailleurs. On a découplé la pollution de la phase d'utilisation. Et donc, on revient à cette idée de la ville intelligente. Moins d'émissions localement, mais paradoxalement, davantage de pollution à l'extérieur des frontières. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie dans cette histoire, à se dire mais je suis propre, mais finalement je ne m'intéresse pas à la question de savoir qu'est-ce qu'en pensent non pas ceux qui utilisent ces technologies, mais ceux qui les fabriquent. Donc c'est ça l'enjeu. La voiture connectée, Guillaume Erner, un mot, et j'en touche un mot Eh dans, oui, dans ce livre. c'est ça justement qui est passionnant dans le cas de la Tesla, c'est que c'est une voiture qui va embarquer un certain nombre de Et technologies qui étaient complètement ignorées il y a 10 ans. Absolument, et la voiture est de plus en plus connectée, elle sera peut-être, on verra demain, autonome, mais donc c'est de la voiture qui produit de la donnée, qui consomme de la donnée. Ça peut avoir un gain écologique, la voiture connectée, si jamais votre navigation est davantage automatisée, elle permettra, disent les constructeurs, d'économiser de l'énergie, de l'électricité ou même du gasoil, de l'essence, si la voiture connectée est une voiture thermique. Mais encore une fois, ces données, on va en faire quoi? Alors une partie va rester dans le moteur,
dans l'ordinateur interne de la voiture, mais une partie va être transmise. Et on sait qu'il va falloir déployer de la fibre aux États-Unis pour raccorder les principales villes du pays. Il va falloir faire 40 fois le tour de la Terre avec de la fibre en équivalent pour pouvoir raccorder les principales villes des États-Unis à la fibre pour permettre justement de faire fonctionner les voitures connectées, peut-être demain les voitures autonomes. Et les données, elles vont être stockées où? Dans des centres de données au fin fond du pôle Nord. Et donc, qui va assumer d'abord quel est ce coût écologique-là en termes d'émissions de CO2? Parce qu'il faut aussi du charbon pour stocker les données. Et puis, qui va assumer ce coût-là? Est-ce que ça va être le conducteur dont ce sont les données, ou est-ce que ça va être l'industrie informatique? Et donc tout d'un coup, on se retrouve avec ces mêmes questions qui sont celles de savoir, oui, la voiture connectée est une solution qui peut être intéressante, et pour autant, encore une fois, quelles sont ses externalités négatives? On voit bien l'évolution entre l'époque où vos parents étaient sur la Nationale 7 avec leur 403 Peugeot et ne consommaient rien en matière de données, ils consommaient de l'essence avec des externalités, et aujourd'hui où on a une voiture qui est une voiture à zéro émission, mais qui va avoir un grand nombre de conséquences dont la plupart sont immergées, on ne les voit pas, et c'est cela que vous révélez dans l'enfer numérique, Guillaume Pitron. On a effectivement une véritable révolution qui ne peut qu'entraîner des conséquences. En fait, rien n'est. Ce que je veux dire dans ce message, c'est que, bon, il ne s'agit pas d'être technophobe, je vis avec mon temps, j'ai moi-même des réseaux sociaux, j'ai besoin d'Internet pour aller réaliser mes enquêtes. Et je suis prêt à mes propres contradictions d'ailleurs, hein, parce que je vais bien être content de pouvoir liker les contenus que nous échangeons à l'instant. Donc vous voyez que je ne peux pas faire la morale à qui que ce soit. Pour autant, je pense qu'on perçoit les technologies comme étant un messie venu sur Terre pour nous sauver. Or, en réalité, les technologies, elles ne sont jamais qu'à notre image. Et en fait, ce dont je veux faire prendre conscience, c'est que rien n'est parfait avec les technologies. Le technologisme ambiant, le solutionnisme technologique, à mon avis, est un danger. Une technologie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce que nous en ferons. Poursuivons sur les conséquences de cette révolution que vous étudiez, Guillaume Pitron. On parlait des terres rares. Est-ce que, par exemple, il y aurait des terres rares et dans des lieux pauvres, je ne sais pas, par exemple en Afghanistan? Oui, il y a des terres rares en Afghanistan, il y a du lithium en Afghanistan. L'Afghanistan est béni, le sous-sol de l'Afghanistan est extrêmement prometteur. Il y a un potentiel d'extraction qui a intéressé beaucoup de pays qui ont pu occuper l'Afghanistan. Et depuis que les Américains sont partis, ça intéresse les Chinois. Je vous rappelle qu'il faut du lithium pour fabriquer des batteries de téléphone portable, des voitures électriques, des terres rares pour fabriquer le vibreur de votre téléphone portable. Donc il est en mode vibreur lorsque nous parlons certainement grâce à du néodyme qui est une terre rare. Est-ce que demain les Chinois pourront extraire les terres rares et le lithium d'Afghanistan? Ils se sont montrés intéressés à extraire notamment du cuivre, ils sont intéressés à extraire d'autres sources, ils ont le champ davantage libre depuis que les Américains sont partis et ils ont fait savoir que potentiellement ça les intéressait. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? C'est une autre question, parce que pour développer le secteur minier afghan, il faut un environnement politique stable. Il faut une absence de corruption, en tout cas un environnement de moindre corruption pour pouvoir favoriser les investissements. Il faut des ressources humaines locales, il faut des réseaux routiers, il faut des centrales électriques. Les mines, rien que les mines, c'est 10% de la consommation électrique mondiale. Donc tout ça, ce n'est pas garanti. C'est-à-dire qu'entre les annonces et le papier et la réalité, il est tout à fait possible que les Chinois en fait n'arrivent pas à extraire ces ressources, faute de pouvoir avoir un environnement qui soit prometteur. Le temps minier, c'est long, Guillaume Erner. Il faut quelquefois 20 ans pour, entre le moment où je dis je vais ouvrir une mine et le moment où je plante le premier coup de pioche. Est-ce que dans 20 ans, on peut parier sur la stabilité de la situation politique afghane? Néanmoins, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a une géopolitique des ressources ici, une géopolitique du lithium, une géopolitique des terres rares, une géopolitique de la voiture électrique, une géopolitique des téléphones portables. Mais alors, qu'est-ce qu'elle dessine, cette géopolitique? Parce que on voit très bien avec l'exemple afghan que l'on a affaire à un pays qui est euh, l'un des objets de convoitise de la Chine, avec une opposition entre la Chine et les États-Unis, avec bien souvent des ressources en terres rares qui sont dans des pays pauvres ou en Chine elle-même, avec un coût écologique important. Bref, on a l'habitude de raisonner ainsi avec le pétrole. Si on devait maintenant raisonner avec ces métaux rares, avec le lithium et les autres substances que vous évoquiez, quelle autre représentation du monde aurait-on, Guillaume Pitron? Moi, je pense que ce monde vert et virtualisé va être un monde passionnant et extrêmement compliqué.
Si on pense que on va dématérialiser notre présence par la grâce du virtuel et donc quelque part euh, dans l'après-pétrole laisser la place à un monde beaucoup moins en tension parce que nous aurons besoin de moins de ressources, je crois que c'est un leurre, je crois que c'est un mythe. En réalité, c'est une nouvelle géopolitique différente qui est en train de se substituer à la géopolitique du XXe siècle parce que quoi qu'on le veuille, nous serons toujours soumis à ce besoin viscéral de matière. Plus on va vers un monde virtuel, plus on va vers un monde matériel. C'est ça qui est complètement paradoxal, mais je pense que c'est ça le message. Plus nous allons vers un monde dématérialisé, plus ce sera un monde matérialiste. Et donc il va bien falloir que des États s'organisent avec des risques de conflit, espérons que non, mais ça pourrait exister, pour pouvoir sécuriser ces ressources d'un monde toujours plus impalpable. L'autre paradoxe que vous soulignez, c'est le fait qu'aujourd'hui, alors même que l'on parle de relocalisation, et peut-être va-t-on relocaliser un certain nombre de productions, un certain nombre d'industries, on a affaire à une délocalisation de la pollution, c'est-à-dire qu'on peut très Absolument. bien avoir la Silicon Valley, par exemple, c'est un lieu plutôt agréable, il y a du soleil, il y a des forêts, et puis à l'autre bout de la chaîne, on a en revanche des lieux qui sont des lieux quasiment dévastés du fait de l'extraction des métaux rares ou des conséquences de ce like qui a été pensé et conçu dans la Silicon Valley. Absolument, tout à fait et c'est justement ce grand, paradoxe, entre ces modes de vie, et la réalité de ces modes de vie, mais tout ça, c'est loin. Tout ça, c'est invisibilisé aussi. Je reviens sur un mot sur les infrastructures numériques, on ne les voit pas. Qui a déjà vu un data center, dans sa vie? Qui a vu un câble? Pas facile de voir un câble. Ce sont des infrastructures critiques, il y a un enjeu de sécurité nationale à vouloir les protéger et puis j'ai découvert en Suède qu'en réalité, on ne les voit pas ces centres de données parce que souvent, Facebook même, agit derrière une filiale qui s'appelle Pinnacle Sweden. Et donc en fait, on voit le logo Facebook partout sur la toile, mais paradoxalement, on ne voit pas les infrastructures dans le monde physique. Donc en fait, on n'a pas conscience de tout cela, on ne le sent pas, on ne le palpe pas. De même qu'on ne palpe pas et qu'on ne comprend pas que ces millions de kilomètres de câbles, ces millions de centres de données, il va falloir les protéger. Qui va protéger demain? Quelles armées déjà écoutent, espionnent et éventuellement sectionnent les câbles sous-marins? Et donc quelles armées en retour les protègent? Est-ce que demain des États se feront la guerre pour que nous puissions nous distraire? Et donc voilà, nous sommes dans je pense qu'il y a un immense enjeu d'éducation à ces enjeux, à ces sujets-là. Et moi je les ignorais avant de commencer à écrire ce livre. Je les ai découverts au fur et à mesure, à bien comprendre qu'Internet a un goût, qu'Internet a une odeur. Internet, ça se palpe. Internet, ça s'entend. C'est ce que j'ai essayé de faire, de confronter sensoriellement mes sens à Internet, de façon à pas vivre dans ce rêve d'un monde dématérialisé. Il y a également une géopolitique des infrastructures numériques qui se met progressivement en place à mesure que les États étendent les infrastructures du net pour que nous puissions, dans la Silicon Valley, comme vous le disiez, croire que tout ça n'existe pas. Et vous évoquez aussi ce que vous appelez la route de la soie numérique. Qu'est-ce que c'est, Guillaume Pitron? C'est le pendant numérique de la route de la soie. La route de la soie chinoise n'est pas faite que de rails, de routes, de ports. Elle est faite également de câbles optiques. Et ce sont des câbles optiques d'ailleurs, un câble optique en particulier qui s'appelle Peace, la paix, mais en fait ça veut dire Pakistan Eastern Africa Connecting Europe. Et c'est un câble qui part de Chine, qui traverse le Pakistan, qui passe par le port de Gwadar et qui rejoint Marseille. Il arrivera à Marseille en 2022 en passant par le canal de Suez. Ce câble-là, c'est de la donnée que les Chinois peuvent nous transmettre. Parce que demain, peut-être que nous regarderons aussi des séries télévisées chinoises. En retour, ce sont des données que les Européens peuvent transmettre à la Chine, ce qui est un vrai problème. Entre-temps, comment est-ce que cette infrastructure va être déployée? Qui va la protéger? Est-ce que, et c'est ce qui inquiète un think tank américain, est-ce que l'armée chinoise demain pourrait prendre prétexte de la protection de ces infrastructures-là et de ces intérêts matériels et humains autour de ces infrastructures, notamment numériques, pour pouvoir étendre ces armées? Et donc on voit une géopolitique des infrastructures numériques qui se met en place. Ces nouveaux câbles pourraient devenir des points chauds de la géopolitique mondiale. Et là, en l'occurrence, qui finance ces câbles? Donc,
donc c'est le gouvernement chinois, Absolument. des entreprises d'État, mais ensuite, ça, c'est le financement des infrastructures. Ouais. J'imagine qu'il y a des péages ou un certain nombre d'autres mécanismes qui sont utilisés, Guillaume Pitron, pour les utilisateurs de ces câbles. Alors, côté chinois, ça va être le gouvernement. Côté occidental, on va découvrir que Google et Facebook, par exemple, possèdent leurs câbles. C'est un peu comme si Renault possédait les autoroutes françaises, pour faire simple. J'ai le contenu et le contenant. J'ai la donnée, mais en plus, je maîtrise le tuyau par lequel passe la donnée. Donc, il y a aussi, on voit cette montée en puissance du secteur privé dans l'infrastructure, ce qui pose la question de la souveraineté des États, notamment de la France, sur ces infrastructures qui sont critiques. Voilà. Mais pour justement ces infrastructures critiques, vous Et vous rappelez parliez des péages, excusez-moi. la préhistoire, oui, Oui, les péages, il y a des péages, il y a des États qui, j'avais oublié ce point de votre question, mais il y a des États, notamment l'Égypte par exemple, qui sont connus pour taxer fortement les données qui passent par le canal de Suez, qui est devenu ultra stratégique, Ah oui, pas il y a des seulement pour données, les il y a pas seulement... conteneurs, mais pour les câbles, absolument. Et donc du coup, des États voudraient éviter la Chine. Et des États préféraient passer par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, Israël, pourquoi pas l'Iran, pour en fait que la route de l'Europe à l'Asie, la route de nos données, la route de nos mails, la route de nos likes, il faut pas rien... J'avais oublié que ça revient à nos modes de Donc il consommation pourrait y avoir du quotidiens. dumping, c'est-à-dire des réductions en matière de taxes sur les câbles qui passent. Chaque État par lequel pourraient passer ces nouveaux câbles qui contourneraient l'Égypte, aux grandes dames du Caire, chaque État pourrait faire valoir justement cet avantage-là. Et pourquoi pas d'ailleurs faire passer un câble par l'océan Arctique? Parce que si jamais je connecte l'Europe au Japon, mais en passant par la route du nord-ouest, non du nord-est, excusez-moi, eh bien en réalité, j'évite précisément l'Égypte, mais surtout mon câble est beaucoup plus rapide. Et ça transforme la vieille route qui passe par le Caire par une autoroute, une route bis pour automobilistes sans le sou. On ira beaucoup plus vite, l'information ira plus vite. Ça permettra ça ravira les traders qui investissent à la microseconde. Ça ravira peut-être les internautes qui demain seront avec des casques de réalité virtuelle dans le métavers. Et donc tout d'un coup, on voit que derrière tout cela, il y a une infrastructure très concrète avec des navires câbliers, des ingénieurs qui tracent les routes les plus directes en passant peut-être demain par l'Arctique qui sera donc du coup un nouveau point chaud, excusez du peu, d'Internet. Mais alors ça, c'est un autre paradoxe, parce que vous le rappelez d'ailleurs dans l'introduction de l'enfer numérique, le livre que vous publiez au lien qui libère, Guillaume Pitron, il y a au début la promesse d'Internet, c'est ARPANET, c'est la possibilité d'avoir un réseau qui est conçu en partie par et pour les militaires, avec l'idée que s'il y a une partie de ce réseau qui tombe en panne, eh bien l'autre partie, elle va demeurer parce qu'on va pouvoir faire suivre un autre trajet à l'information. Et cependant, aujourd'hui, on voit avec ces câbles que cette utopie de la toile qui fonctionne de différentes manières, avec différents itinéraires bis, elle n'est pas aussi simple que cela. En fait, l'infrastructure est de plus en plus solide. Elle est de plus en plus redondée. On trouve environ aujourd'hui officiellement 450 câbles. Mais ce chiffre augmente sous-marin, j'entends. Parce que l'information passe vraiment sous les mers et on la déploie sous les mers parce que c'est plus simple de poser un câble sous les mers que de faire un trou sous terre. Donc au kilomètre, ça coûte moins cher. C'est pour ça que c'est d'abord sous-marin. Mais on y en a de plus en plus. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que si jamais l'information ne passe pas par un câble, elle va pouvoir passer par un autre câble. Donc le réseau va devenir de plus en plus robuste et les risques de rupture du réseau ou de pénurie de capacité, en fait, sont de plus en plus limités. En fait, ce que j'ai découvert, Guillaume Erner, c'est qu'aujourd'hui, il vaut mieux être dans ce monde, au centre de la toile, dans ce monde où on est au cœur d'un réseau, où en fait il y a une solidarité qui est produite par la multiplication des câbles et la redondance des infrastructures, plutôt que d'avoir son réseau communautaire. Et ça, c'est important parce que si on pense que l'avenir d'Internet, le pensent certains, et je l'explique dans le livre, le réseau va être davantage, pour être plus résilient si jamais on développait à une échelle communautaire, locale, un peu à la façon des réseaux mesh, c'est le nom de ces réseaux-là. En fait, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'en réalité, nous allons être dans un monde avec un Internet toujours plus robuste qui ne craquera pas. Ça n'existera pas, il pourra craquer au niveau local, ces craquages seront limités dans le temps et dans l'espace, mais il ne cédera pas au niveau global parce que l'infrastructure aujourd'hui est de plus en plus robuste et parce que jour et nuit, des hommes, des femmes, dans la soute du net, déploient sans arrêt ces infrastructures. Demain, ce sera Elon Musk avec les constellations de satellites et l'Internet spatial pour que nous puissions sans arrêt être sur la toile. Mais alors, c'est un peu désespérant parce que chaque utopie est finalement suivie d'une sorte de dystopie ou en tout cas de désillusion, si l'on en suit votre raisonnement. De Je prends un dystopie autre exemple, contemporaine. les bitcoins.
ou en tout cas les crypto-monnaies. Donc là aussi, c'est une belle utopie, puisqu'on a la possibilité d'avoir à la fois une monnaie qui est sûre, une monnaie qui peut s'affranchir d'un certain nombre de contraintes des banques centrales. Et puis, au final, on a ce qu'on appelle le mining, peut-être Ouais. allez-vous le définir, et une consommation énergétique qui est beaucoup plus importante que le papier-monnaie que j'ai dans ma poche. En fait, le Bitcoin n'est pas forcément mauvais. Simplement, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai passé pas mal de temps ces derniers mois avec des gens qui sont fascinés par la blockchain, hein, la chaîne de blocs, et les nouvelles monnaies. Aujourd'hui, ils investissent dans ces monnaies pour. C'est un loto géant. Donc la question, c'est celle du rapport entre la pollution de ce Bitcoin et l'intérêt social, humain que ça peut avoir. Le Bitcoin, la plus connue des crypto-monnaies, c'est 0,5% de la consommation d'électricité mondiale. C'est autant que ce que consomme l'ensemble du Danemark. 0,5%. Pour faire quoi? C'est ça la question. En fait, toute la question est celle du ratio, du rapport entre la pollution que ça va générer et l'intérêt que ça apporte. Nous allons polluer parce que tout ce que nous disons, Guillaume Erner, va être retweeté. Mais est-ce que ce retweet est nécessaire? Est-ce que vous pensez, est-ce que je pense? Moi, je pense que c'est nécessaire pour prendre conscience de ces enjeux écologiques et pour ensuite agir. Mais la question, c'est celle de l'usage face au coût. Et je pense que ça va générer des nouveaux enjeux. Vous ouvrez la question du Bitcoin qui nous ouvre des nouvelles questions, qui sont celles de la modération dans la consommation d'Internet, mais en considérant qu'il doit y avoir probablement demain un bon Internet et un mauvais Internet. Un Internet qui est utile à la société, qui est utile à l'environnement, versus un Internet qui ne l'est pas. Aujourd'hui, Internet, c'est un espace gratuit, libre. Tout le monde y va pour faire ce qu'il veut. Ça s'appelle la neutralité du web. Est-ce que, et on voit déjà ces prémices de questionnement apparaître dans le débat, est-ce que demain on va remettre en cause cette neutralité du web en disant il doit y avoir une priorité des usages, on doit favoriser les usages qui sont bons pour la société, bons pour l'environnement, versus ceux qui ne le sont pas. Mais vous vous rendez compte de la brèche qu'on ouvre. Ça devient liberticide, ça devient ce qu'on pourrait appeler un gouvernement vert sombre. Mais je pense que ces questions, en fait, elles sont devant nous. Mais alors, la COP26 va s'ouvrir lundi prochain. Vous nous avez dit, Guillaume Pitron, que ces sujets ne seraient pas à l'ordre du jour. On peut envisager cette solution, ce que vous évoquez comme une brèche possible avec des priorités parmi les services offerts par Internet. On peut aussi envisager de nouveaux péages parce que finalement, comme on l'évoquait, ce qui est particulier avec Internet, c'est que le robinet est constamment ouvert. Est-ce qu'il serait possible ou bien de le refermer ou bien de le faire payer en fonction de l'utilisation? Absolument, et je pense qu'en fait la solution va passer notamment par un Internet qui soit payant, mais pour lequel on paye le vrai prix. Et d'abord, ce serait doublement gagnant, parce que d'abord, ça voudrait dire que je ne donnerais pas mes données, donc ma vie privée serait mieux protégée. Deuxièmement, ces données Vous ne ne seraient pas donneriez pas vos données, c'est-à-dire que en échange de la gratuité. Donc si je donne pas mes données, eh bien d'abord, elles vont pas être, ma vie privée va être mieux respectée. Deuxièmement, les données ne vont pas être stockées, donc coût du stockage qui sera moindre d'un point de vue environnemental. Mais ça veut dire que du coup, je vais payer le véritable prix de mon service et du coup, automatiquement, ça va être régulé. Ça passe notamment par le fournisseur de services. Aujourd'hui, on voit des offres apparaître qui consistent en fait, des offres d'accès à Internet, qui consistent en fait à payer la réalité de ce que je consomme en bande passante, plutôt que d'avoir un forfait illimité qui coûte 20 ou 30 ou 40 euros par mois. Donc ça peut passer par le fournisseur de services, de remettre du prix, de la valeur, de remonétiser à son juste prix Internet, de façon à avoir une consommation de ces services qui soit plus modérée. J'en précise qu'il y a des tas de solutions qui sont proposées dans une loi proposé par un député LR, Patrick Chaize, qui sera probablement voté avant la fin de la législature française, et une loi sur pas la sobriété, parce que la sobriété, ça n'existera pas, mais en tout cas pour limiter l'impact environnemental du numérique, qui propose des tas de solutions, telles que l'allongement de la durée de vie des téléphones mobiles, mais aussi justement cette question de comment est-ce que on remet un juste prix dans le service Internet de façon à limiter potentiellement sa consommation. Et est-ce qu'il n'y a pas des services qui vont complètement, au contraire, aux antipodes de ce que vous évoquez, autrement dit, de cette sobriété numérique? Le cloud, par exemple, l'idée de stocker toutes les informations en dehors de son ordinateur. Avant, on avait un disque dur. Là, au point où nous en sommes, bientôt, nous n'en aurons plus. Ce qui veut dire qu'il va falloir alimenter en permanence ces données. Est-ce que ça, par exemple, c'est pas typiquement quelque chose qui a déjà une conséquence écologique importante, Guillaume Pitron? Le cloud a une conséquence écologique évidemment importante. On a mentionné, donc le cloud, c'est une
partie du stockage de données, hein, parce que c'est un stockage de données partagé, en fait, avec un service extérieur proposé par exemple par Amazon, Amazon Web Services, qui propose que, effectivement, depuis n'importe quel ordinateur, je puisse avoir accès à une donnée. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui est dans le cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, gratuitement, censément gratuitement, j'ai accès à un espace de stockage de plus en plus important pour mettre n'importe quoi sur mon cloud. Des photos, des vidéos, etc. Et ça, c'est lourd. Et donc, évidemment que le, le coût de ce cloud est absolument majeur. On va continuer d'évoquer cela et de réfléchir à ces différentes solutions. On peut se référer à votre livre papier, Guillaume Oui. Pitron, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. Et oui, le papier, ça ne pollue pas.